D'être entrepreneur, il faut de la passion. Vous oublierez vite ce que je vous ai dit quand même. Donc je vous prie d'accueillir Patrice Lafargue. Ouais, Patrice était impressionné par l'énergie dans la salle. Ah, c'est clair. C'est ça. Et ça, c'est sur 4 jours. Alors Patrice, raconte-nous un petit peu ton parcours. Tu es né où? D'où tu viens? Donc, de formation en DUT technique à Montluçon, donc une formation moyenne, pour être clair. Mais voilà, après un parcours, j'ai commencé dans un service technique à l'agence France Presse. C'était un super métier, on faisait 35 heures à l'époque. Et on avait 3 mois de vacances avec un gros salaire, c'était intéressant. Et je me sentais très compétent d'ailleurs. Je travaillais pas beaucoup pour être clair. Puis ça m'a saoulé, j'ai quitté l'agence France Presse et je suis rentré dans un bureau d'études, Séchaux et Metz, pour être ingénieur de projet. Donc il m'avait pris en tant qu'ingénieur alors que je ne l'étais pas. Je me suis un peu survendu pour être clair. J'avais un peu de stress quand j'ai commencé et puis au bout de 2 ans j'ai été responsable de projet. J'avais une trentaine de personnes sous mes ordres et j'avais 27 ans. Ensuite j'ai été débauché par une grosse maison qui s'appelle Bouygues à Orléans. Je voulais quitter Paris et je me suis installé à Orléans avec ma femme. Tu faisais quoi à Bouygues? À Bouygues, ils m'avaient pris parce que, en tant que responsable industriel pour développer les opérations immobilières en industrie. J'ai passé 3 ans chez Bouygues. La couleur orange, ça allait pas au teint. Alors, je dis pas du mal en disant ça, hein, parce que c'est une grosse maison et je la respecte complètement, mais elle a des valeurs que moi je partage pas forcément. Et donc je l'ai quitté et je suis rentré sur une petite société qui s'appelait IDEC. C'était 2 personnes. Enfin, cette société avait été créée par un cabinet d'architectes, là cette fois de 10 personnes, qui avaient créé cette petite entité IDEC pour faire des opérations clé en main en immobilier industriel particulièrement. Alors le clé en main, c'est quoi? C'est concevoir un produit pour le client et lui réaliser pour une somme définie. Donc la société prend les risques sur la construction. Et on s'engage aussi sur le délai. Donc je suis rentré sur IDEC, une petite anecdote, le jour où je me suis présenté sur IDEC sur mon premier jour. En arrivant, j'ai croisé les salariés parce qu'ils partaient en vacances. Ils partaient en voyage en Turquie parce qu'ils fêtaient une grosse affaire. Donc je me suis retrouvé tout seul au bureau. Ça m'a fait un peu drôle parce que quand on vient de Bouygues, bon, c'était un peu familial. Et quand ils sont revenus, ils ont ouvert le courrier puis ils ont appris qu'ils avaient perdu l'affaire. Donc c'était sympa. Et là, je me suis dit, mais je ne sais pas où je suis tombé, quoi. Enfin, donc, dans cette société de 2 personnes, j'ai pris un peu le développement commercial. Avec chance, j'ai traité un certain nombre d'opérations assez rapidement. IDEC a commencé à traiter des opérations significatives d'ailleurs. Et puis les 2 dirigeants, enfin un des 2 dirigeants a fait une petite erreur d'appréciation, petite, hein, très légère. Il a confondu trésorerie puis argent personnel. Ça peut arriver, enfin je veux dire. Par hasard, bien sûr. Sur une société qui faisait 200 000 francs de chiffre d'affaires, il avait fait quand même un trou de 8 millions de francs. Je pense que quand même c'est un record. Il cherchait le Guinness. Vous entendez toujours pas? C'est vrai? Le budget est très limité sur les moyens techniques. Non, c'est le matériel à 600 € le micro. Non. Attends, on va juste se rapprocher. Vas-y, essaye. Là, vous m'entendez là? Parfait, il fallait juste se mettre devant le micro. Donc je suis né à Nevers. Oh non, pardon. Ouais. Donc voilà, il avait confondu un peu un certain nombre de choses. Il avait des pressions personnelles très fortes. Enfin, en tout cas, il a fait de est-ce qu'on va dire ce que vous entendez souvent, l'abus de bien social. Donc IDEC était en péril, était en dépôt de bilan. J'ai repris à ce moment-là la direction d'IDEC. J'ai mis 2 ans à la relever et on a remis un bilan à 0. Alors je vous passe les détails parce que les relations avec les banques, elles sont toujours intéressantes, c'est toujours des grands moments. Quand vous avez besoin d'elles, elles sont là. Donc ça a été très compliqué. En plus, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pas fait l'école des patrons, donc ça a été une improvisation complète.
Je me suis mis à écrire des systèmes de gestion parce qu'il fallait le gérer en bon père de famille. Enfin, c'était une pression incroyable. Croyez-moi que c'est une époque que je me souviendrai très longtemps parce que j'ai vécu 2 ans sans argent, avec des dettes incroyables. J'ai réussi à la relever, prendre la direction complète de la société, devenir le principal actionnaire. Ça, en gros, 2 ans. Après 2 ans, on a commencé là cette fois à se développer. J'ai poussé les actionnaires, je les ai remerciés. Et on s'est développé. Max, tu connais le groupe, donc on a constitué d'autres sociétés, on a racheté d'autres sociétés, on s'est développé sur d'autres métiers pour avoir une offre complète. Et aujourd'hui, le groupe IDEX, c'est 250 personnes. On a 3 métiers. Notre métier de base de l'ingénierie, donc on conçoit, on réalise. On va dire qu'on est des constructeurs, concepteurs-constructeurs. Dans ce domaine-là, j'ai 5 sociétés. En accompagnement de ces sociétés d'ingénierie, j'ai une filiale promotion. Nous sommes des promoteurs. On développe des parcs logistiques et des parcs d'activité et aussi du logement. J'ai 3 sociétés pour le faire. On est en parc d'activité aujourd'hui les plus importants en France. Et puis j'ai développé la notion d'investissement. Donc nous sommes des investisseurs. On est devenu par exemple investisseur du groupe Nestlé ou de Geodis ou de Pomona, enfin un certain nombre de grands donneurs d'ordre. On investit pour eux et on leur fait la location de leurs biens. Donc tu achètes un bien, c'est ça, pour avoir une sorte d'usine par exemple, et tu leur loues, c'est ça? On part du début, c'est-à-dire qu'on développe des fonciers un peu partout en France. Aujourd'hui, on a à peu près 1 million de mètres carrés de chêne à peu près, potentiel. On propose à nos clients. Ils investissent ou ils n'investissent pas. S'ils n'investissent pas, c'est nous qui investissons pour eux et on leur loue l'unité. Donc tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Donc groupe IDEC a 1 million de quoi? 1 million de mètres carrés en développement. 1 million de mètres carrés en développement. Ça va, c'est un petit début hein, pour toi. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie, faut être clair. En ingénierie, on est les numéros 1 en agroalimentaire en France. On réalise des unités industrielles très très importantes. Et puis en parc d'activité également, on est aussi très très bien placé. Sur la logistique, on fait à peu près 300 000 mètres carrés tous les ans. Ah, ouais. Et alors justement, donc, un groupe IDEC qui était en gros à la descente un petit peu aux enfers. Qu'est-ce qui a fait que on peut dire ça, ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que d'un coup tu peux retourner non seulement un groupe, et d'un coup le monter à 250 millions d'euros et devenir les leaders sur le marché? Si je le résume, et là vous n'allez pas me croire, il faut un peu de chance. Il faut même beaucoup de chance. Il faut la provoquer, c'est clair, mais il faut beaucoup de chance. Et puis un peu d'audace. J'étais un peu plus jeune, je devais être un petit peu plus con, ça c'est clair. Mais il faut oser, il faut toujours oser. Moi ça a été le cas, c'est clair. La chance que j'ai eue, c'est que les clients m'ont fait confiance. Quand j'ai relevé la société, on parle de dossiers qui sont très importants, il fallait apporter des cautions bancaires. Même le mot caution bancaire était interdit pour moi. C'était quelque chose que je ne comprenais pas. J'étais incapable d'apporter une caution bancaire. Mes clients m'ont fait confiance. Donc ça, c'est important. Et à partir du moment que vous captez la confiance d'un certain nombre de clients, ça vous donne le devoir. Donc on a plutôt travaillé très fortement avec mes équipes et on s'attachait à développer un partenariat avec un certain nombre de grands groupes. Donc il y a beaucoup de travail, un peu de chance et puis un peu d'audace. Il est très humble, Patrice, vous avez compris. Un petit peu de travail, c'est ça? Un peu de travail, oui. Faut beaucoup de faut beaucoup de travail, faut beaucoup travailler. Bon, c'est clair que c'est un métier de passion. D'être entrepreneur, il faut de la passion. Donc la somme de travail, elle ne compte pas quand vous avez de la passion. Moi, c'était le cas. Alors, je suis un peu menteur quand même. Parce que quand j'ai repris la société, il y avait une angoisse aussi, c'était mon propre salaire. Les salaires des salariés qui étaient dans la société, mais le mien également. Donc ça motive pour bosser un peu quand même. Les fins de mois motivent. Et ça fait partie aussi de l'adrénaline, ça c'est clair. Ça a forgé tes muscles. Ouais. Et alors l'idée c'est que tu parles maintenant de... Qu'est-ce qui ont été les clés pour toi? À la fin, si tu devais résumer quelques clés qui ont fait pour toi la réussite du groupe IDEC, enfin, surtout ta réussite, qu'est-ce qu'un entrepreneur chez l'entreprise ou un dirigeant a absolument besoin de développer comme qualité? Moi, la première des qualités pour une entreprise, c'est les gens qui la constituent. C'est clair que moi, je joue beaucoup sur le capital humain. J'adore mes salariés. J'espère que c'est réciproque. J'imagine que c'est pas vrai à 100%. De toute façon, ça, il faut se faire une philosophie là-dessus. Il faut se blinder par rapport à ça, par rapport au social. Mais
globalement, je veux dire, j'ai 99% de gens qui sont adorables, qui sont compétents. La vraie qualité de la société, elle est là. La vraie richesse, c'est les gens qui la constituent. J'aurais pas pu faire tout seul, j'ai pas ce talent-là, mais j'avais une équipe de fous, une équipe de... Enfin, quand j'ai vu votre dynamisme ce matin, je pense qu'on partage pas mal de choses. Et c'est vraiment le vrai capital. Et puis après, c'est des valeurs toutes simples, hein. Moi, je le dis souvent à mes salariés, à l'heure d'Internet, et qui va prendre d'ailleurs de plus en plus d'espace, le succès pour moi, je pense, dans l'avenir, c'est le respect des gens et le respect des clients. Bonjour, au revoir, merci, ça paraît simple, mais c'est des valeurs qui sont très très fortes dans le futur, aujourd'hui et encore plus demain. D'avoir cette qualité humaine. Je dis à mes gens, aujourd'hui, vous arrivez en étant très respectueux, en disant bonjour, au revoir, et en étant compétent, comment voulez-vous qu'ils vous jettent? C'est juste impossible. Les gens ont besoin aussi de cette attention-là. Moi, des clients et au plus haut niveau, ils adorent mes gens parce que il y a ce respect naturel et cette modestie. Et ça, c'est des valeurs incroyables. Mon fils, qui a fait une belle école de commerce, quand je vois ce qu'il a appris dans son école de commerce, ça me fait peur. Moi, je lui parle d'aller plutôt au restaurant, d'aller boire l'apéro, et putain, il me sort des graphismes dans tous les sens. Je comprends qu'en France, on ait des problèmes de PIB et puis des problèmes de vente à l'export, parce que c'est juste incroyable. Et tu peux nous expliquer ça, justement? Qu'est-ce que tu trouves incroyable? Je vais te donner un exemple, je peux te donner un exemple. Avec plaisir. À l'époque, avant IDEC, je m'occupais au Koweït de faire un laboratoire d'analyse de pétrole. J'avais sympathisé avec les Koweïtis. C'était avant la guerre du Golfe. J'avais sympathisé avec les Koweïtis et puis un soir je les emmène dîner à Paris, c'était des projets importants. Et puis bon, les Koweïtis, après une certaine heure, ils aiment bien quand même arroser les relations. Et il me dit, mais les Français, c'est quand même assez incroyable, c'est quand même assez incroyable. Vous venez tous les ans, alors au plus haut de l'État, hein, je tairai les noms, mais au plus haut de l'État, vous venez au Koweït et vous essayez de nous persuader de vous octroyer des droits pour forer du pétrole en mer. Nous, on vous regarde avec étonnement tous les ans, et c'est vrai, tous les ans, quand on creuse dans le sable, on a du pétrole à 1 mètre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille chercher du pétrole à 20 km dans la mer, que ça coûte 3 fois plus cher? Mais c'était les Français. C'est ça la France. Alors les Américains, eux, ils creusaient sur le sable, hein. Enfin, ça coûtait moins cher. Donc voilà, bon, j'ai un peu résumé tout l'ambiance en France. Vous oublierez vite ce que je vous ai dit quand même. C'est pas filmé, donc je vois bien. Je travaille un peu aussi avec le monde public, donc, mais c'est vrai. Donc on est des mauvais commerçants, donc pour peu qu'on le soit un peu, par contre on est des bons techniciens, des bons ingénieurs. On a beaucoup de valeurs, mais on ne sait pas les vendre. Donc faites en sorte de les vendre. Et vous verrez, il n'y a pas de limite. Ouais. Et donc, quand tu parlais justement de l'équipe, donc qu'est-ce que tu recherches? Tu as parlé de valeurs. Qu'est-ce que tu recherches avant tout chez des collaborateurs dans ton équipe? Qu'est-ce que tu recherches avant tout? Quand on a commencé le début d'IDEC, j'ai 3 collaborateurs autour de moi qui sont aussi mes actionnaires. Et c'est une bande de copains. On se connaissait depuis un certain nombre d'années. On a grossi, on a pris des épaules, on est devenu fiers de nous, on a levé la tête. Puis on s'est dit là, on va embaucher des gens, putain, avec des diplômes de folie, on va embaucher des super bons. Et puis on s'est complètement gouré. Parce que d'une, ça ne nous allait pas, en termes de relations en interne, on n'arrivait pas à être à leur hauteur. Et puis le message qu'on avait, la valeur de l'entreprise, mais il ne la représentait pas bien. Donc aujourd'hui, si je résume dans mes recrutements, et j'y suis très attaché au recrutement, c'est trouver des gens bien. Je ne veux pas forcément les meilleurs, ça ne m'intéresse pas. Les plus brillants, je les garde pour les grands groupes, il faut qu'ils les prennent. Moi, je veux des gens bien, des gens qui ont envie, qui ont de la passion. Quand ils viennent avec envie. C'est pas reculons, ça fait partie de leur vie, IDEC et leur vie. La meilleure des récompenses, c'est quand je les vois les week-ends qui portent les couleurs d'IDEC, les maillots, où ils vont faire du sport avec les t-shirts IDEC.
Et là, je pense que ça m'intéresse. Ces gens-là, ils m'intéressent. Les autres, pas trop. Je suis désolé, je suis pas sur ce format-là. Et mes clients, ils adorent. Mes clients adorent ces gens qui sont modestes, ronds, qui savent bien manger, qui savent bien boire, mais qui savent beaucoup travailler. Et tout en restant simple. Donc ça, c'est les qualités en recrutement que je demande. Ce qui fait toute la différence, quoi. Oui. Est-ce que pour toi, on a parlé pendant ces 2 derniers jours d'ADN, par exemple, d'ADN d'entreprise. Si tu vois de quoi on parle, qu'est-ce que tu pourrais définir par l'ADN d'IDEC? Qu'est-ce qui représente IDEC? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus leaders? Est-ce que c'est la qualité? Quelles sont les valeurs? Qu'est-ce qui fait que les clients d'un coup continuent à racheter chez vous et continuent à travailler avec vous? Je pense quand même, la première des qualités, c'est l'énergie et la passion qu'on a en interne par rapport à ce que l'on fait. Et je pense que mes gens la véhiculent bien. Et ça se ressent au niveau du client, il est en confiance. Alors après, c'est beaucoup de travail. Hein. Vous pouvez imaginer, on fait un certain nombre de dossiers là actuellement. On fait un dossier industriel pour les Chinois, c'est une usine de transformation du lait, c'est quand même 120 millions d'euros. Donc il y a beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, mais l'ADN, c'est ça, c'est la passion. Et je pense que ça, c'est la première des motivations dans un groupe à exprimer et à faire ressentir à l'extérieur. Et comment IDEC est reconnu au sein? Tu m'avais parlé un petit peu de la BMW, tu peux nous parler un petit peu de ça? Qu'est-ce qui fait que les clients vont continuer à racheter constamment? Qu'est-ce que tu as en tête quand tu veux servir ton client? On est une société de service. On est, encore une fois, on a des métiers, mais si on globalise nos métiers, on est une société de service pour nos clients. Ce qu'on a cherché à faire, par contre, on a quand même un peu de réflexion en interne sur l'évolution de notre groupe. On est le seul groupe en France à pouvoir proposer à la fois la promotion, l'investissement et la construction. Et ça, c'est une démarche qui n'était pas forcément très réfléchi au départ, mais qu'on s'aperçoit que c'est un atout important, parce que même les grands groupes ne proposent pas l'ensemble de ces solutions. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça nous démarque complètement. Du fait de proposer aussi des fonciers, développer des fonciers, d'être aménageurs, de les proposer à nos clients, c'est une offre globale qu'ils attendent aujourd'hui. Ils restent concentrés, eux, sur leurs problématiques, fabriquer, vendre leurs produits, et nous on leur apporte tout le service à côté. Et ça plaît plutôt bien. Et tu me disais aussi, Patrice, que par exemple, tu n'hésitais pas par exemple à mettre parfois un peu plus d'argent, même si tu n'es pas obligé de le faire, pour être certain que le produit final est au top. Pourquoi tu fais ça et à quel point c'est important pour toi? Alors d'abord, faut être tout à fait honnête, je suis le principal actionnaire du groupe, ce qui m'autorise à faire des conneries. Et moi, je veux qu'on soit fier de ce que l'on fait. Un jour, il y a une dizaine d'années, on disait le groupe IDEC, c'est la BMW de la construction, ça coûte un peu cher, mais c'est de qualité. Et ça, j'aime bien cette image-là. Et c'est vrai que de temps en temps, quand je fais des visites sur des travaux, je vais visiter mes équipes, je suis pas très fier au niveau architecture, au niveau qualité, donc ça m'est arrivé déjà de casser des bureaux complets. Oh. Oui. Sur un ensemble du bureau, ils avaient fait une façade en verre et tout, c'était l'horreur. Enfin, ça me plaisait pas. C'était pas cher, par contre, ça c'était. Mais au niveau d'image, c'était en plus pour un groupe important pour nous, puisqu'on faisait beaucoup de projets. Là, on s'était un peu loupé, donc j'ai fait démolir l'immeuble du bureau, on l'a reconstruit. J'ai perdu beaucoup d'argent sur ce dossier-là, mais qu'est-ce que j'en ai gagné sur les autres? Pour toi, tu l'as vu ça comme, en gros, ça pouvait tuer ta marque, un truc comme ça. Si tu... Oui, il faut qu'on fasse quelque chose de qualité. On peut être sympathique, on peut avoir des relations, mais l'excellence, ça doit être là. On doit dégager une image, on doit correspondre aux besoins du client, et ça, c'est important. Quand on n'y est pas dedans, c'est un loupé. Les clients nous donnent un contrat, mais ils nous font surtout confiance. Quand je donne ma parole, je donne ma parole. Moi, c'est beaucoup plus fort qu'un contrat. Donc pour toi, tu es prêt à perdre de l'argent dans le court terme pour avoir cette réputation à long terme et offrir quoi qu'il arrive, tenir ta promesse envers ton client? Je me dis que perdre de l'argent sur un dossier, c'est un investissement pour le futur. Donc on s'y retrouve toujours en termes de relations. Et ça m'a toujours servi. À chaque fois que j'ai fait modifier, ou j'ai réinvesti, ou j'ai fait un peu plus que ce que on nous demandait, je l'ai récupéré le double sans problème. Mais il faut oser.
C'est toute la différence avec tout à l'heure je parlais d'un groupe qui est Orange. Eux, ils considèrent que le dossier, c'est une affaire et il n'y a pas de cadre autour. Et ça, je comprends pas ces démarches. Moi, c'est pas ma démarche. Je vis sur le long terme, pas sur le court terme. Et puis pour la petite histoire, mais ça, vous n'allez pas me croire. Et vous aurez raison. Je suis pas né milliardaire, puis moi, je n'ai pas le souhait d'être milliardaire, je m'en fous, mais ça m'intéresse pas. Donc du moment que je puisse être heureux, ça me suffit. Je gagne largement ma vie. Doubler mon salaire aujourd'hui, ça ne me fait pas rêver. Donc il faut que vous en soyez persuadés, parce que c'est le cas. La meilleure preuve, c'est que je donne entre 20 et 30% des résultats du groupe, je leur donne à mes salariés. Donc, ouais. Et je garde les 70%. Excellent. Et je sais que tu es, donc, je sais que tu es très humble, Patrice. L'idée, c'est que je sais que toi, tu es très fort en négociation. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote? Je sais qu'on avait parlé de ça dans ton bureau IDEC, dans tes magnifiques bureaux à Paris. Et tu me parlais un petit peu de qu'est-ce qui a fait d'un coup le déclic d'IDEC? Qu'est-ce qui a fait d'un coup qu'en gros vous ramiez, d'un coup, boum, tu as eu un contrat, je crois, 80 millions d'euros. Tu peux un petit peu nous raconter ça? Comment sur le projet d'investissement, c'est ça. Quand on a commencé, tout au début de l'histoire, quand j'ai repris IDEC, on était des simples concepteurs-constructeurs. C'était une société qui s'appelait IDEC. On était une dizaine de personnes et on était dans la Moïse, pardon. J'allais être mal poli, dans la Moïse. On est revenu tout de suite à l'équilibre. Et puis, un an après, j'étais qu'un client dans l'avion, on descendait à Marseille. Mais comme les journaux sont offerts, je m'étais bien servi chez Air France. Et je lisais les échos dans l'avion et ça parlait d'investissement, investisseur. Je ne savais même pas ce que c'était, investisseur. Puis en descendant de l'avion, j'ai dit à mon client, je vais créer une société d'investissement. Il me regarde. Une société d'investissement? Ah oui, je vais être investisseur. Mais je ne sais pas ce que ça voulait dire. Je vous demande de me croire. Et ce même client me rappelle qu'15 jours après, il me dit, écoute, il y a le président de ma société, il veut te rencontrer parce qu'on a un gros projet sur Annecy. Et on cherche un investisseur. 15 jours après, il y a longtemps que j'avais oublié cette... Donc, je vais voir le président qui m'explique, voilà, il faut acheter un bâtiment, on coupe le terrain en deux et on va construire deux autres bâtiments, il faut tout investir. Il faudrait investir et construire. J'ai dit, aucun problème, c'est exactement ce que je fais. Je vous rappelle qu'on devait déposer le bilan 2 ans avant. Donc, on a commencé à regarder le dossier, on l'a fait, on a fait une réunion à Annecy, et il fallait racheter le site existant. Le site existant, c'était des Américains qui étaient propriétaires. Donc les Américains sont arrivés en avion, moi je les attendais à l'aéroport d'Annecy. Quand ils sont descendus, je dis, mais putain, bordel, j'ai pas de société d'investissement. Et il faut que je trouve un nom pour la société, parce que là... Donc ils étaient sur le tarmac, je voyais mon client arriver avec les Américains, et j'étais avec un de mes gars, et je dis, mais putain, comment on va l'appeler la société, là? On a... Sans déconner. Et on a été vachement intelligent, parce qu'on s'est dit, les pros de l'immobilier, ça va faire Prodim. Donc on a appelé la société Prodim, en 3 minutes. J'ai serré la main des Américains, des investisseurs américains. Il fallait savoir que c'était un fonds de pension américain, le plus gros fonds de pension américain au monde. Qui parlait bien anglais, moi bien sûr français, franchouillard jusqu'au bout. Donc, my name is Patrice Lafargue. Et la société s'appelle Prodim. Je crois que tu vas faire un film, un de ces 4. Celui-là, je suis assez fier de ça à l'époque. Enfin, je suis fier, à l'époque, c'était comme ça. Hein. Ouais, je comprends parce bien. qu'il faut savoir qu'on n'avait même pas un euro. Hein. Enfin, on n'avait pas un franc, on n'avait rien. Et pour finir là-dessus,
Donc on va visiter le site avec les Américains, le client, tout le monde super content. Et le client me dit, bah voilà, j'ai prévu une table pour les Américains et vous vous mettez d'accord sur le rachat du site, nous on mange entre nous. Donc, je commence à déjeuner, en anglais, autant vous dire que c'était quand même quelque chose d'intéressant. Et ils me disent, voilà, on va dans le site, tant. Je les regarde, je dis, écoutez, le repas il va être vite fait à ce prix-là, parce que c'est hors de question. Mais je ne savais même pas de quoi je parlais. Il aurait pu m'annoncer 2 fois moins cher, j'aurais pas été d'accord non plus, parce que Et il me regardait vraiment avec angoisse, l'Américain, parce qu'il voyait bien que je comprenais rien. J'arrivais pas trop à masquer. Et à la fin du repas, on s'est mis d'accord, je lui ai racheté 40% moins cher que la somme qu'il m'avait indiquée au début. Non. Et je pense qu'il a jamais rien compris. Il a dû penser que je le faisais exprès, non, c'est parce que j'étais nul. Imaginez ma banque quand j'ai été les voir pour leur dire, ben voilà, je voudrais que vous me prêtiez de l'argent. Ah, mais c'est intéressant. Il y a 2 ans, on voulait déposer le bilan, et là, vous voulez combien 10 000 francs, 20 000 francs. Ah, j'ai dit non, on va mettre un peu de zéro derrière. Et là, il m'a regardé, le banquier, en disant, mais vous êtes... Monsieur Lafargue, on vous aime bien, c'est bien. À ce niveau-là, ça se soigne. C'était quoi la somme? La somme, à l'époque, je leur demandais de me prêter 50 millions. 50 millions de francs. Et on faisait 3 millions de chiffre d'affaires. Mais comme je n'y connaissais rien, j'osais, quoi. Enfin, je veux dire, en plein élan. Waouh. Et le banquier m'a dit, mais écoutez, c'est pas possible, c'est juste impossible. J'ai dit, écoutez, je peux hypothéquer ma maison. Et ensuite, il me dit quelque chose de très sérieux. Il me dit, écoutez, on est encore assez cons, nous, la banque, pour vous suivre, hein, parce que ce que vous avez fait, c'est quand même assez intéressant, votre parcours. On est prêt, mais il me prend d'où? Il manquait que le cigare du banquier pour me dire, et voilà, il faut un engagement ferme de vos clients pendant 15 ans et 11% de rentabilité. Et si vous avez ces 2 critères, on est d'accord. Mais en me disant, et j'en étais persuadé, c'est 2 critères qui étaient complètement inatteignables. En gros, il me disait, allez vous faire foutre. Et une semaine après, je suis revenu le voir, j'ai dit, écoutez, vous pouvez me redire vos critères? Et voilà, si vous avez 15 ans d'engagement de loyer de vos clients, et puis 11% de rentabilité, on vous suit. Donc j'ai sorti le contrat, j'ai écouté, vérifié, parce que je pense que ça doit correspondre à vos attentes. Puis là, j'ai un chèque d'1 million, alors en pré-loyer, est-ce que vous êtes d'accord pour l'encaisser? J'ai vu un banquier, ça arrive, heureux. Et il a bien voulu encaisser mon chèque d'1 million. Et nous sommes devenus un investisseur. Wow. Voilà. Wow. Oh. C'est eux qui ont eu des problèmes après. 2007. Raconte-nous ça. Comment? Les difficultés peut-être? Est-ce que tu as déjà eu des difficultés dans... Non. J'ai eu beaucoup de chance, on a eu des moments de tension, mais j'ai jamais eu de grosses difficultés. Non, on se plaint pas. Une fois que la machine était partie, c'était parti. Et qu'est-ce qui a fait que ça fait combien de temps le groupe IDEC, que tu as repris le groupe IDEC? Ça fait quoi, 10 ans, c'est ça? C'est nos 15 ans. 15 ans. C'est nos 15 ans cette année. D'ailleurs, je suis en train d'essayer d'organiser, quand je vois votre ambiance ici, tout ça, ça me donne des idées. Donc je suis en train de regarder pour faire une petite fête au niveau du groupe. Un petit format un peu sympa. Donc c'est nos 15 ans, donc simplement. Et bien le groupe, donc, tu me disais que en gros c'est 15 différents domaines, différentes entreprises en gros, qui a tout plein de petites entreprises derrière, c'est ça? Encore une fois, on a 5 sociétés d'ingénierie qui travaillent chacune leur domaine, l'agroalimentaire, la pharma cosmétique, la logistique, le logement, et puis les agencements. Ensuite, on a 3 sociétés de promotion, société de promotion de parcs logistiques et d'activités. Donc là, on développe des grosses zones. On part sur un développement de 40 hectares à Orly, qui sont déjà
vendus. Et puis après, une société de promotion logement, ça c'est un nouveau métier. Et là, on s'adresse aux particuliers, ce qui nous change un peu, c'est un peu plus compliqué en fin de compte. Et puis notre société d'investissement. Notre société d'investissement, aujourd'hui, on travaille pour les grands groupes. On est, pour être tout à fait ouvert, on est propriétaire de 250 millions d'euros de bâtiments en France, qui sont backés avec des grands noms. On est encore une fois l'investisseur de Nestlé sur toute leur logistique. On est l'investisseur des lunettes Cartier. Si vous avez des lunettes Cartier, pensez à moi, c'est nous qui sommes propriétaires de l'usine. Enfin, je vous dis ça, c'est pour acheter des lunettes Cartier. J'aime bien quand ils me payent le loyer. Donc, voilà, c'est vraiment des métiers qui sont complémentaires. Chacun peut travailler en séparé, mais on peut aussi avoir une organisation transversale. On peut développer un foncier, investir pour un client et lui construire. Ah mais non, reviens, tu vois, cette histoire des 50 millions. C'est pas tout le monde qui va aller voir son banquier et oser, aller dire qu'on a 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, aller faire un truc qui est plus que quasi 20 fois même le chiffre d'affaires de l'entreprise. Est-ce que ça a toujours été comme ça pour toi? Parce que je sais que tu es un champion, tu vas nous parler de tes courses de Porsche, tu vas aller à Dijon tout à l'heure faire 3 courses ce week-end. Est-ce que, donc souvent moi j'enseigne beaucoup, 80% de la réussite, c'est la psychologie, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de son monde. Qu'est-ce qui fait que d'un coup tu as pu J'ai penser... pas de conseils parce que mon parcours, il y en a d'autres qui sont encore mieux, beaucoup plus beaux, beaucoup plus intéressants. Moi, l'expérience que j'en ai, c'est qu'il faut oser. Il n'y a pas de limite. Si vous arrivez avec une motivation, que vous savez la transmettre, croyez-moi, il n'y a pas de limite en France. Mais il faut oser. Même si on ne sait pas faire, mais qu'on a la volonté de le faire, il faut faire. Il faut y aller. C'est la vraie école des chefs d'entreprise. C'est vraiment toujours être dans l'action et sortir des sentiers battus. L'idée, si on en a eu une, c'est de développer des métiers complémentaires par rapport à notre métier de base. On s'est aperçu que quand on n'a pas de concurrent, on est vachement bon. Et c'est un constat qui est simple, mais comment arriver à être une non-concurrence? C'est d'apporter une solution globale. Ça paraît simple, mais c'était une idée qui avait germé chez nous et qu'on a pu développer. Et c'est vrai dans tous les métiers. Il faut apporter quelque chose de complémentaire par rapport aux autres. Et puis il faut oser, il faut aller voir les banques, surtout maintenant, enfin je veux dire depuis 2007-2008, il y a un discours qui s'est rétabli un peu à l'équilibre. Moi je me souviens, avant 2007, elle venait me voir en me demandant mes chiffres, mes perspectives sur 2 ans, sur 3 ans. Putain, c'était impressionnant. Après 2008, quand je les ai reçus, les banques, je leur demandais leurs perspectives en 2 ans. Ça a changé le discours. Mais il faut oser, il faut toujours oser. Et plus vous oserez, plus vous aurez des initiatives, peut-être même différentes de votre métier de base, mieux ça sera ressenti. Le mot entreprendre, entrepreneur, c'est pas rien. Il ne faut pas subir, il ne faut jamais subir. Qu'est-ce qu'on entend par subir? Je ne sais pas, fabriquer un produit puis se battre sur son prix, uniquement sur son prix. Non, il faut vendre votre produit et pas de parler de prix. Il faut essayer dans sa présentation, dans sa qualité, dans tout ce qu'on peut imaginer autour du produit, les notions de plaisir ou autres. Et au dernier maillon, on parle de prix. Si on attaque par le prix, c'est fini. Ou alors, vous allez traiter à des prix incroyables. Moi, ça a été ça. Tout au début, on était à la merci du marché parce qu'on n'avait qu'un seul service. Donc, on arrivait en face des autres constructeurs et les clients avaient une certaine tendance à prendre le moins cher. Donc, il fallait sortir de ce cadre-là. Mais c'est vrai dans tous les métiers, il faut toujours sortir du cadre. Plus vous sortez du cadre, plus vous êtes fort. Et les banquiers, il faut y aller. Il faut oser, même si c'est monstrueux dans la présentation. Il faut oser. Moi j'y suis allé parce que j'étais inconscient. Inconscient. Ce que j'ai fait à cette époque-là, maintenant que j'ai passé les 50 ans, peut-être que je ne le referai pas. Pourquoi? Je le referai différemment. Parce que j'ai mûri et puis il y a peut-être moins d'audace. J'ai peut-être moins d'audace qu'à l'époque. Mais à l'époque, moi, j'avais demandé 50 millions comme d'aller m'acheter une choupa. Enfin, je veux dire, et pas de souci là-dessus, mais il faut tout oser. Je passe dans votre quotidien, mais le maître mot, c'est oser.
oser. On se ramasse, c'est pas grave. Faut oser. Moi, j'ai pas réussi, j'ai fait des conneries. On me le répète souvent d'ailleurs à la maison. Mais tout ce que j'ai entrepris, j'ai pas gagné. J'ai repris des fois des sociétés où j'ai perdu énormément d'argent. Je me suis trompé sur la société. Je l'ai mal intégré. C'est ma faute en partie. Ça a été des échecs. Ça m'a fait perdre beaucoup d'argent. Bon, au bout du compte, on en gagne. Mais il y a des échecs. C'est pas grave l'échec. En France, quand on a un échec, c'est presque à vie. Non, pas pour moi. Toi, tu vois ça un échec comme quoi, un apprentissage, comme au moins tu as testé quelque chose, au moins tu as appris quelque chose. Et c'est comme quand vous faites du sport, vous pouvez vous louper. Si tous les buteurs des équipes de France marquaient les buts à chaque fois, on serait les leaders. Donc c'est pareil en entreprise. C'est pareil en entreprise. Mais si je reviens sur la société, j'insiste lourdement, je suis un peu lourd comme garçon, mais le social, vos équipes, les gens qui vous entourent. Créer le nom famille, c'est peut-être ambitieux, mais le respect des gens qui la constituent, vous verrez que les gens, ils ont des valeurs assez incroyables. Ils peuvent vous apporter une énergie incroyable pour peu qu'ils soient respectés et puis mis en valeur. On a tous des défauts, moi j'en ai, donc je peux supposer que mes collaborateurs en ont. Il faut faire avec, c'est vraiment pas gênant. Ils ont des qualités, c'est clair, moi je le vois dans tous les salariés, j'allais dire en bas de la hiérarchie ou plus haut, ils ont tous des qualités, c'est incroyable. Et quand on sait bien les mettre en évidence, c'est juste du bonheur. Moi je suis heureux de voir le développement de certaines personnes dans mon groupe, je suis en admiration. Ils sont encore plus forts que moi, beaucoup plus forts, ça c'est clair. Entre les meilleurs. Et donc, qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu vois des qualités chez les personnes et tu les mets à la bonne place? Comment tu vois les choses? Donc, je sais que les valeurs, mais est-ce que tu vas chercher des qualités particulières? Qu'est-ce qui a fait, par exemple, tu as quoi, tu as des directeurs de développement, tu as des PDG par boîte, comment ça fonctionne un petit peu? Et qu'est-ce que tu recherches avant tout selon leurs qualités? Je vais t'étonner, mais c'est pas organisé dans ma tête comme ça. C'est beaucoup plus flou. C'est vraiment quand je fais des entretiens sur certaines personnes, c'est l'attitude qu'ils ont, le sourire, une certaine timidité, ça me touche. C'est vraiment, il n'y a pas de critères. J'avais embauché à un moment donné, j'ai fait une erreur, j'avais embauché un DRH qui venait du groupe Bouygues. Et puis pour le recrutement, il m'avait fait un panel qui était épais comme ça, où il recevait les candidats, il mettait des croix. J'ai cru qu'il jouait à la bataille navale, moi. J'ai dit, mais on arrête les conneries, là, je veux pas du tout ça. Et c'est pas ce que je recherche. Essaye d'identifier la qualité de la personne. Si elle est honnête, si elle a des envies. Et ça m'intéresse. Et tu les trouveras pas avec tes critères, savoir s'il a dessiné une tache d'encre sur le machin. Enfin, je veux dire, des taches d'encre, j'en ai fait à l'école, mais personne ne les a analysées. Ah oui, j'ai fait des tâches, oui. Extraordinaire, ok, donc la qualité de l'équipe. Et en termes de stratégie, toi, tu as toujours vu comme ça, tu savais que tu allais faire 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je sais que ça grandit encore en termes de profitabilité de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui t'a, on va revenir sur la stratégie après, pardon. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Je sais que tu as dit oser, mais c'est quoi ton pourquoi? C'est quoi ton rêve? Qu'est-ce qui a fait? C'est que c'est le challenge? Est-ce que c'est le fait que tu voulais devenir riche? Est-ce que c'est le fait de devenir libre? Est-ce que c'est accomplir quelque chose? Qu'est-ce qui t'a fait que tu peux oser comme ça? Je te demande de me croire parce que c'est la vérité. Le premier challenge qui n'en est vraiment pas un pour moi, c'est l'argent. Parce que là, si vous partez sur le challenge de dire je vais gagner de l'argent, croyez-moi, vous allez en perdre. C'est une notion qui doit être tout au bout. On ne travaille pas gratuitement, parce que c'est assez clair. Mais si vous partez sur cette idée-là que je vais devenir patron parce que je vais gagner de l'argent, là, le mur, c'est 2 ans. Ouais. c'est l'explosion contre le mur, vous voyez. Tu as même fait le bruitage. Non, on s'est développé parce que les opportunités, puis le challenge, quand on a démarré notre activité, on construisait des bâtiments de 3000 m², c'est un peu la taille moyenne. De 3000, on est passé à 10 000.
Ça fait plaisir, traiter un bâtiment de 10 000, son premier bâtiment de 10 000 m², c'était quelque chose. En dehors du montant de l'opération, c'était quand même déjà un bâtiment qui s'impose. Et c'est ce goût du challenge, de toujours essayer, comme dans le sport, essayer de faire un peu plus, d'aller voir des clients de plus en plus importants. Quand vous rentrez dans des grands groupes, alors que vous êtes une petite PME de Blois, bon, c'est impressionnant, mais c'est jouissif. Aujourd'hui, on construit des bâtiments de 80 000 m² ou de 110 000 m². Wow. Et ça, c'est passionnant. On ne voit pas la limite. Des unités industrielles, on a commencé par des petites unités à 3 millions d'euros en pharma, et puis on fait aujourd'hui des grosses unités industrielles. Le défi technique, c'est agréable. Moi, je suis fier des réalisations. Quand je vois les réalisations qu'on fait, ça m'impressionne. Moi, je suis impressionné sur ça. Je ne savais même pas qu'on savait faire ça, pour être clair. Par contre, on l'avait vendu, il fallait le faire. Mais c'est le vrai challenge, ça. C'est l'ADN de l'entreprise. Toujours évoluer. L'ADN d'une entreprise, c'est de toujours évoluer. Si on se contente de faire au quotidien ce qu'on sait faire, je ne suis pas sûr de l'avenir. Il faut toujours oser créer autre chose, soit racheter, soit... Il faut oser. C'est la qualité de l'entreprise. Enfin, en tout cas, c'est ce que je souhaite. En tout cas, Patrice, je voudrais te remercier. Je sais que tu n'étais pas du tout obligé de venir. Non, mais j'apprécie, ça me fait plaisir d'être là et puis de partager avec vous ces moments. C'est agréable, puis je sens une énergie incroyable, donc c'est bien ça. Un grand merci. On peut applaudir. Pour finaliser cette vidéo, j'ai un cadeau pour vous qui peut vraiment changer votre vie. Comme vous l'avez compris, 54% du succès de l'entreprise, c'est la qualité de votre recrutement. Et ce cadeau, c'est une checklist simplifiée mais puissante avec des questions spécifiques que vous voulez absolument poser lors de vos prochains recrutements. Donc soyez certain de cliquer dessus, allez télécharger cette checklist gratuitement dès maintenant.